Alors, après avoir abordé les cas de célébrités médicales, de célébrités à la fois artistiques, militaires, avec le chevalier de Saint-Georges, nous allons nous intéresser à une foule d'anonymes, mais qui méritent aussi, qui travaillent aussi à construire leur réputation par la presse d'annonce. Et nous accueillons donc, comme dernière intervenante de cette matinée, Ulrike Krampel. Et nous aurons l'occasion de revenir dans les questions sur l'épisode londonien et puis ce choc, le chevalier d'Éon et Saint-Georges, certainement. Alors, Ulrike, pendant que le diaporama apparaît, je présente donc Ulrike Krampel, qui est professeure d'histoire moderne à l'Université de Tours, membre du CETIS, le Centre tourangeau d'histoire et d'études des sources. Ulrike est une spécialiste d'histoire sociale et culturelle des XVIIe et XVIIIe siècles, et elle aussi est nourrie par une démarche résolument interdisciplinaire. Ses recherches portent tout particulièrement sur l'histoire anthropologique et genrée des croyances, des sociabilités et des sensibilités, telles qu'elles s'inscrivent aussi tout particulièrement dans le paysage urbain et les dynamiques des sociétés urbaines. Et un certain nombre de travaux, j'ai fait une sélection, Ulrike, vous me pardonnerez, montrent ce foisonnement des questionnements articulant histoire des croyances, des pratiques, des sociabilités et histoire urbaine. Ulrike a notamment publié Le secret des faux sorciers. On retrouve des histoires de charlatans, les secrets des faux sorciers, police, magie et escroquerie à Paris au XVIIIe siècle, paru en 2011. Elle a également co-dirigé plusieurs travaux en lien avec l'histoire des Lumières et l'histoire urbaine, notamment Les 5 sens de la ville, du Moyen-Âge à nos jours, paru en 2013, dans lequel vous revenez tout particulièrement sur les cas des villes du XVIIIe siècle. Plus récemment, en 2018, Ulrike a dirigé Voisiner. On retrouve des questions aussi alors de considération, peut-être plus que de réputation, de célébrité. Voisiner, mutation urbaine et construction de la cité du Moyen-Âge à nos jours. Vous voyez ce goût aussi pour des questionnements sur la longue durée qu'on retrouve également dans le volume collectif récemment paru chez Peter Lang en 2024, Espace à saisir, interstices et communs urbains, la ville à l'épreuve de l'interdisciplinarité. Vous voyez, quelques titres qui vous montrent la grammaire et la méthodologie employée par Ulrike Krampel. Plus récemment, pour vos travaux individuels, vous avez méthodiquement interrogé la place de l'oralité dans les sociétés de l'écrit à l'époque moderne et développé un vaste programme de recherche sur les professionnels de la parole, et je devrais plutôt dire les professionnels des langues, de la parole plurilingue, leur reconnaissance sociale, en revenant tout particulièrement sur le cas des traducteurs et des traductrices, ces enseignants de langue dans des villes qui sont de plus en plus cosmopolites, et le rôle de ces professionnels dans la construction d'une ville plurilingue. Et un certain nombre de publications viennent déjà jalonner cette enquête, notamment un très beau chapitre Arbeitsmobilität, Sprachen und Geschlecht, paru dans le volume de Mark Heberlein et Andras Fluchschütz, chez Böhlau en 2024, Die Sprachen der frühen Neuzeit, les langues de l'époque moderne, on va dire. Deux publications aussi à paraître, un dossier intitulé « Parole » que Ulrike Krampel dirige pour le dossier pour la revue Clio, Femmes, Genre et Histoire, qui est sous presse. Enfin, qui va être sous presse sous peu. Voilà, à suivre dans vos librairies, bibliothèques et en ligne. Ulrike Krampel, je le précise, est aussi une collègue très impliquée dans la promotion de l'histoire des femmes et du genre en France, vice-présidente de l'association Mémosine et aussi co-directrice de publication de la revue Genre et Histoire. Et puisqu'on parlait sport, j'en profite pour annoncer le prochain numéro de Genre et Histoire, Femmes et Olympisme, une question de genre. Alors là, c'est quasiment sous presse, ce sera prêt pour le 26 juillet, pour la cérémonie olympique. Parole de promesse, c'est la vice-présidente de Mnémosine et co-directrice publication de la revue Genre et Histoire. Et bien sûr, on attend impatiemment la prochaine monographie d'Ulrike, Travailler avec les langues à Paris au XVIIIe siècle, la fabrique d'une ville plurilingue. Et vous nous en montrez quelques aspects aujourd'hui avec une communication intitulée
la réputation des anonymes, presse d'annonces, contrôle social et espace médiatique. Merci Ulrike. Merci beaucoup Mélanie de introduire aussi avec autant de verve. On se sent vraiment porté et projeté dans cet espace. Donc d'abord tous mes remerciements donc aux organisateurs et organisatrices de ce très beau colloque qui m'a déjà appris beaucoup de choses, et je pense ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui va faire aussi quelques échos avec des questions qui ont été soulevées depuis hier, et d'ailleurs aussi par les deux communications qui me précédaient, alors que justement je ne vais pas m'intéresser à tel ou tel individu et son travail réputationnel et les contrariétés qu'il peut rencontrer, mais plutôt à la foule, à la masse, et à cette question de savoir comment on surnage en quelque sorte dans une époque où, notamment en termes de médias, il y a une sorte de prolifération, une massification en fait, donc une diversification des supports. Et je vais le faire donc à partir donc d'un titre en particulier qui est donc la presse d'annonce, qui s'appelle donc en France les affiches, qui sont donc un média particulier qui s'inscrit vraiment dans l'élan naissant de ce qu'on appelle donc la consommation, l'essor de la consommation, et qui constitue donc une nouvelle plateforme d'échange imprimé, une sorte de site de rencontre, si l'on veut, où circulent choses banales et informations particulières. Émanation des bureaux d'adresse du XVIIe siècle, qu'on a pu appeler des moteurs de recherche avant la lettre, ce genre de périodique a pour finalité principale de mettre en relation des particuliers, hommes et femmes, qui ne se connaissent pas, donc d'agir hors cadre corporatif. Se saisissant donc massivement de cette nouvelle formule de communication, plus ou moins à distance, on va voir, des milliers d'hommes et de femmes se mettent donc à former un espace polyphonique, sériel et instable, car renouvelé à une fréquence croissante jusqu'à atteindre donc une périodicité quotidienne en ce qui concerne donc le titre parisien. Au vu du grand nombre d'annonces, l'anonymat, soit l'impossibilité de reconnaître quelqu'un, est largement la règle, et qui peut d'ailleurs inclure le nom. C'est-à-dire les nom et absence de nom ne s'opposent pas nécessairement, et je vais essayer de développer ce point. Donc, dédié au commerce au sens économique et culturel du terme, ces feuilles posent d'emblée la question de la confiance. Comment prêter foi à la proposition d'un auteur, ou plus rarement d'une autrice inconnue? Comment faire valoir son crédit social pour gagner la confiance d'un ou d'une potentielle lecteur-consommateur? Comment savoir, inversement, qui parle, donc pour les personnes qui lisent ces journaux, comment savoir qui parle, de qui et de quoi on parle? Autrement dit, comment procéder dans un espace virtuel pour garantir sa réputation et apprécier celle de l'autre, alors que justement la question de la confiance et donc la réputation est indispensable au bon fonctionnement de l'échange, donc du commerce, qui est une sorte de paradigme clé des Lumières. Alors ici, je vais essayer de montrer comment un média de masse avant la lettre parvient à instaurer en quelque sorte ses propres conditions de possibilité donc pour fonctionner. Donc je vais le faire en 3 temps. Voilà. Donc d'abord en posant tout simplement une question, voilà, propos plus descriptif, comment fonctionne donc ce support en tenant compte justement de la dimension donc d'intermédialité, puisqu'on n'est pas dans un pur support écrit, on va le voir. Ensuite, voir comment au sein de ce support interagissent donc le nom et l'anonymat, pour enfin porter donc l'attention sur une dimension la dimension formelle de ce support, qui permet, donc c'est l'argument, d'engager un pacte de lecture avec le lectorat. Alors, voilà, donc sur le premier point. Si le nouveau support donc papier, donc c'est ce journal d'annonce, permet donc de détacher, bien entendu, son contenu de la communication interpersonnelle,
Il repose pour ce faire sur un ancrage dans l'espace social de la ville, selon une logique que l'on peut appeler donc d'intermédialité. Car non seulement les affiches sont le produit d'interactions orales et écrites entre les particuliers et les rédacteurs du journal, mais la finalité même de ce titre consiste à mettre en relation des particuliers, se faire rencontrer des particuliers, que ce soit ensuite par écrit ou de vive voix. Cette imbrication constitutive de différents modes de communication fonde, donc, on pourrait dire, le premier échelon de la confiance qui rend possible l'échange auquel est voué ce journal. Il revient aussi ainsi donc, au journal de susciter le commerce, donc, comme je l'ai dit, hors cadres anciens, donc corporatifs, mais aussi, nous le verrons, d'en contrôler les flux. Alors l'essentiel de ma réflexion aujourd'hui va porter donc sur le titre parisien, qui est très certainement assez exceptionnel et particulier à cet égard, que je vais essayer très ponctuellement de mettre en perspective, donc avec un titre provincial, donc Orléans, et un titre colonial, donc Saint-Domingue, dont il a déjà été question hier, en remontant, pour ainsi dire, la route du sucre jusqu'à Saint-Domingue, donc via Orléans, où sont implantées des raffineries. Alors, placé certes sous un titre similaire, donc affiche, avec différentes combinaisons de titres, ces trois journaux diffèrent les uns des autres par leur composition, mais aussi par leur ancrage dans l'espace social. Donc je vais là aussi pas trop alourdir en fait le propos, vraiment y faire des allusions très ponctuelles. Et je peux peut-être détailler un petit peu dans la discussion si jamais des questions se posent. Alors très rapidement, pour présenter donc le titre parisien, donc vous avez une première page donc, de l'année 1778, qui est donc, on peut dire, un pure player annonce, dans la mesure où il n'y a effectivement que des annonces, il n'y a pas de contenu rédactionnel, comme c'est le cas dans le titre donc, orléanais de presse de province, donc il y a des fiches de Normandie, des affiches de Normandie qui ont été citées, donc ce genre de propos on ne trouverait pas là-dedans, par exemple. Et dans le cas de Saint-Domingue, donc on a vu hier, donc qui est composé de petites annonces, mais aussi une partie gazette, donc information politique, et donc un contenu culturel également avec des comptes rendus, annonces de spectacles, etc. Donc c'est un peu différent. Or, les trois contiennent donc des rubriques dédiées aux annonces. Qui donc constitue l'intégralité du contenu du titre parisien. Donc c'est par différentes on va dire, étapes, remonte donc, on pourrait dire, donc au bureau d'adresse de Renaudot du XVIIe siècle, et se situe donc le privilège pour ce titre-là, qui est un peu la forme qui prend là en 1751 sa forme définitive, donc qui est un privilège royal, donc associé à celui de la Gazette. Donc on est vraiment au cœur du pouvoir, ce qui est aussi le cas pour les autres titres qui sont toujours publiés avec privilège royal et ou directement aussi placés sous le contrôle du gouvernement colonial dans le titre domingois. Billet hebdomadaire, ensuite quotidien, donc c'est le deuxième quotidien français après le Journal de Paris. L'annonce est gratuite, contrairement donc aussi à la province, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sauf ensuite pour deux types d'annonces, les annonces d'emploi et les objets perdus, parce que évidemment le journal étouffe sous ces demandes-là, et voit s'accroître en fait son volume donc annuel. Très rapidement pour devenir vraiment un support largement pratiqué, peut-on supposer, donc, notamment à partir des années 80. Alors, la lecture de ces journaux, pourrait-on dire, fait surgir, donc on ouvre donc ce journal, un véritable murmure polyphonique où se mêlent donc à chaque édition, à nouveau, des centaines de voix, de nouvelles voix, qui se répètent rarement, souvent anonymes, mais pas toujours. Je vais essayer d'aller plus loin. Hop.
Donc, au point qu'on peut se poser la question s'il s'agit là d'un journal participatif, et c'est même pas une question un peu rhétorique, c'est le cas, parce que le contenu est quasiment exclusivement fourni par des particuliers, donc des non-professionnels donc des médias. Alors, qui s'exprime? Donc, ce sont effectivement d'abord quand même des acteurs institutionnels. Donc, il y a quelques contenus imposés par le pouvoir. Donc, l'annonce, pour le titre parisien, l'annonce des spectacles privilégiés. Il y a parfois des annonces judiciaires, de police, etc. Des professionnels, hein, donc des entrepreneurs, entrepreneuses qui vendent leurs produits. Dont on a vu l'exemple hier, donc avec donc la publicité. Et il y a là sans doute une continuité forte avec l'affichage, aussi mural, et le biais manuel, sans que ce soit évidemment à l'identique. Dans la plupart, l'essentiel, en revanche, est dû à des particuliers, donc des hommes surtout, qui offrent ou cherchent une information ou un objet. Dans la plupart des cas, donc, ces annonceurs et annonceuses s'adressent donc à un lectorat inconnu qu'ils espèrent preneur de leurs propositions, répondre à une question, voire consommateur donc, de leurs produits. Certains postent toutefois des annonces à l'attention d'une personne identifiée, mais dont ils ignorent le nom, ou au moins l'adresse, seul moyen de la contacter, donc cette personne qu'on recherche à trouver, donc ça peut de suite à une rencontre en ville, tel ce marchand de chapeaux qui invite un client à revenir régler ses achats. Ou bien, donc là, je ne sais pas, hop, non, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Ah si. Donc c'est voilà la dame à Orléans qui a donc égaré. Enfin, il y a un parasol qui a été échangé contre un autre parasol lors d'une société visiblement, et donc dont elle s'inquiète via le journal. Il y a une autre annonce comme ça et on espère qu'ils ont retrouvé leur parasol. Donc il y a des soucis effectivement extrêmement variés parce que il y a aussi donc des animaux qui s'égarent et on va voir il y a bien d'autres annonces encore. À part les adresses, voilà. Donc, ça sont les particuliers qui, voilà, soit collectifs, intéressés à un plus collectif, pensée collectif, ou cherchent la personne qu'ils ne connaissent pas, ou ciblent quelqu'un en particulier. Ponctuellement, enfin, les rédacteurs du journal destinent un mot à leurs abonnés pour leur rappeler, par exemple, c'est pas vraiment une annonce, mais c'est vraiment le contenu par les rédacteurs, pour leur rappeler de se réabonner, les prévenir d'un changement, par exemple le prix de l'annonce qui est introduite, donc qui est introduit à la fin de l'Ancien Régime, donc c'est une longue adresse qui l'explique, et ou bien les avertir d'un délai, par exemple, donc la feuille de Saint-Domingue, la première feuille du 766, donc précise que donc l'actualité en fait de l'année précédente ne sera publiée que en février parce que les informations en fait des quartiers ne sont pas encore arrivées. Donc il y a des petites instances de communication avec directement les abonnés, ce que vous avez relevé hier comme justement un des ressorts pour ce que vous avez appelé pour créer donc cette communauté médiatique qui, je pense ici, est extrêmement intermittente aussi par le contenu. Alors, dans l'ensemble, et ce qui est intéressant ici, je pense, c'est que les annonces peuvent être lues comme des traces d'action. Donc les gens font quelque chose parce que c'est eux qui contribuent. Se forme ainsi donc un espace que l'on pourrait appeler de coprésence virtuelle, un marché de papier qui offre la possibilité, notamment aux acteurs professionnels, comme les entrepreneurs, de s'observer mutuellement et de se comparer pour éventuellement ajuster leur offre. Donc ça, j'ai pu un peu l'observer dans l'offre éducative qui m'a intéressée pour les langues étrangères. S'ouvre un espace public virtuel à la visibilité accrue, ou bien un espace virtuel réagencé, parce que là, du coup, il devient possible d'embrasser d'un seul coup d'œil l'offre qui, en ville, en fait, est dispersée dans différentes rues, dans différents quartiers. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu, ce qu'on voit là-dedans, loin de là, mais on peut avoir une vue d'ensemble sur certaines choses. Donc, une visibilité, et c'est important aussi, qui s'apparente à une sorte d'exposition, donc un peu au régime d'une exposition. L'insertion d'une annonce est censée donc faire entrer en communication pour pouvoir agir dans l'espace social de la ville.
vendre, acheter ou louer un bien immobilier, se mettre en pension, embaucher une domestique, engager un maître de langue, rapporter une bague perdue dans les Tuileries, pouvoir partager les frais d'un voyage en Angleterre, acheter les dernières nouveautés arrivées dans le magasin anglais, retrouver l'enfant qui s'est égaré dans les rues de Paris, ou bien, à Saint-Domingue, retrouver un ou une esclave partie en marronnage. C'est un contenu rédactionnel extrêmement important dans ce journal-là. Alors, à part les adresses aux abonnés de la part des rédacteurs de la Feuille parisienne, qui peuvent utiliser le « nous », donc nous les rédacteurs, nous écrivons, enfin, nous adressons donc aux abonnés, toutes les annonces sont formulées donc à la troisième personne. Donc toutes les annonces donc, sont formulées à la troisième personne, donc c'est on ou un particulier ou une demoiselle, etc., etc. Donc le statut d'auteur ou d'autrice de ces acteurs, pour la plupart non professionnels, s'annonce donc de façon indirecte. Qui plus est, leurs énoncés sont mis en série, donc rappelant le principe donc, très ancien de la liste, dont l'ordre suit la logique d'un rubricage identifiable, donc mettant en forme l'informe, même si à l'intérieur de chaque rubrique, la succession des annonces semble arbitraire, sauf exception. Donc il peut y avoir effectivement deux annonces mises côte à côte. Il y en a une qui demande quelque chose et l'autre qui offre la même chose. Donc voilà, on voit un peu l'effort des rédacteurs pour justement, vous voyez, vous avez des choses à vous dire. Que les annonceurs annoncent à bord ou non leur nom, le fait de franchir le seuil du journal, donc le fait donc de venir s'exposer sur cet espace public virtuel, exerce donc un effet de genre très marqué, très restrictif. Donc, contrairement, d'ailleurs, j'étais intéressée hier donc, par le Physionotrace, que là, effectivement, cet effet est moins peut-être inverse. Donc, on peut effectivement y percevoir un écho des discours du temps qui rapprochent donc la publication par les femmes de la prostitution, donc à la rétive de la Bretonne, et qui semble avoir donc sa manifestation ici. Donc, en fait, les femmes sont extrêmement peu nombreuses et certainement moins nombreuses que dans l'espace, on va dire, physique et social donc, de la ville à agir, enfin, à interagir, à communiquer, etc. Donc c'est vraiment assez fort. Donc ça, c'est vraiment un petit comptage anecdotique. Hein, donc ça, c'est pas de la statistique. Hein. Je l'ai testé un peu sur d'autres objets et c'est assez frappant. Donc cette exclusion des femmes, j'ai cherché. Du coup, c'est moins en moins. Donc ça, c'est intéressant. Donc un fait médiatique. Donc à un moment, effectivement, les femmes entrent plus massivement aussi dans l'espace public, où effectivement c'est discuté, qui dévoilent, enfin qui lèvent leur propre anonymat, différentes façons. Et donc là, c'est comme un espèce de coup près. Parce que peut-être vraiment on est dans un espace vraiment d'exposition. Et là, effectivement, quelque chose de sensible qui est touché. Alors, ces auteurs annonceurs, donc mis en série, masculins pour la plupart, s'affichent en bonne partie sans indiquer leur nom. Or, le nom, comme je l'ai dit, ne se pose pas terme à terme à l'anonymat. Alors, pour bref rappel, le nom, qu'est-ce qu'on peut entendre par nom? Donc, on le sait depuis le Moyen-Âge, s'observe donc un processus de normalisation du nom porté par l'Église dans les registres paroissiaux, en partie incité à le faire donc, par l'État. L'État, lequel, donc, au XVIIIe siècle, poursuit la rationalisation de la dénomination. Dans la presse d'annonce, le nom, donc essentiellement donc le patronyme, parfois le prénom, je reviendrai éventuellement, apparaît dans différentes fonctions qui participent donc à la stabilisation donc du nom et qui a aussi des effets ensuite sur les usages de l'anonymat et les combinaisons que les deux vont dans lesquelles les deux vont s'engager. Donc d'abord, il y a donc les différentes fonctions du nom. Donc c'est qui est vraiment une fonction forte dans ce journal. Il est toujours sur le plan typographique mis en italique. Il s'agit donc essentiellement du patronyme, le prénom étant réservé à certains domestiques, donc Baptiste, cocher de quelqu'un, et à Saint-Domingue aux hommes et aux femmes en situation d'esclavage marron.
Donc là, pour les identifier, effectivement, et donc c'est justement la première fonction, la plus classique, et donc qui est celle en fait dans les technologies de l'État, de l'identification. Parce que ces trois fonctions traduisent, voire corroborent, donc à la fois l'évolution des techniques gouvernementales, recensement, numérotation de maisons, conscription, papier d'identité avant la lettre, d'une part, et d'autre part, celle des pratiques commerciales. Donc cette fonction d'identification, la plus évidente, intervient dans trois circonstances. Donc c'est l'auteur ou l'autrice de l'annonce qui fait apparaître son nom. Au sujet d'une personne désignée dans une annonce, c'est-à-dire quelqu'un est recherché parce que quelqu'un a décidé, on cherche les héritiers, donc les personnes qui ont disparu, voilà, qu'on recherche, donc ils sont nommés aussi, monsieur un tel ou un enfant un tel, leur rubrique mort et enterrement, donc le nom est donné aussi, et également donc les personnes désignées donc dans les annonces d'esclaves marrons, où là, justement, quand on cherche des personnes disparues, l'annonce prend la forme du signalement, ce qui est important aussi. Le nom apparaît donc troisième lieu pour identifier aussi les intermédiaires sur lesquels je vais insister par la suite, qu'il est important donc aussi qui sont systématiquement donc indiqués par leur nom. Le deuxième aspect du nom, ce serait celui du nom marque, on va dire. Donc là, on renvoie à la publicité, c'est-à-dire les marchands vont répéter Mademoiselle Dufresne continue de proposer, etc. Donc elle va revenir régulièrement pour proposer ce produit, toujours avec son nom. Ça apparaît de différentes façons. Donc on a vu des exemples hier dans les affiches du CAP. Enfin, la fonction d'identification sert aussi à localiser, donc ce serait le nom adresse, ou du moins préciser une localisation, et comme je l'ai dit, le nom apparaît de façon systématique dans les adresses indiquées en fin d'annonce. Donc toutes les annonces, presque, ont donc une adresse à la fin. L'adresse est bien entendu l'élément clé, donc pour des raisons pratiques, donc où s'adresser pour donner suite à une annonce, mais aussi pour contrôler les interactions elles-mêmes. On peut donc effectivement se demander si donc la presse d'annonce fonctionne, agit comme un outil de police. Alors l'adresse constitue en effet la trace de l'action de médiation entre le journal et les particuliers, évoqué tout à l'heure, et entre lesquels, donc entre le journal et les particuliers, peuvent s'insérer des intermédiaires. Les rédacteurs, de fait, ne peuvent vérifier tous les avis qu'ils reçoivent. Donc, ils demandent donc pour le titre parisien que ceux-ci soient signés, donc c'est-à-dire ils sont souvent envoyés aussi, mais qu'ils soient signés et envoyés d'ailleurs franc de port. Sinon, comme on dit à Orléans, donc ils partent au rebut. Et les demandes d'emploi, théoriquement, doivent aussi être signées par un officier public, ce qui n'est pas forcément le cas, sans doute. Donc, plus qu'un simple contact, l'adresse renvoie donc à une procédure d'authentification de l'information. Quelles adresses ? Donc, celle d'abord du bureau d'affiches, du bureau des avis. C'est notamment le cas à Orléans pour différents types d'annonces, dont les demandes d'emploi domestique. Donc, on retrouve d'ailleurs une fonction un peu originelle du bureau d'adresse du XVIIe siècle, qui est celle d'agir de bureau de placement. Donc, il y a authentification, accueil, mais aussi, donc, du coup, contrôle. Une fonction qui, dans la feuille parisienne, est exercée par des particuliers qui agissent donc comme des intermédiaires entre les auteurs et autrices des annonces et le journal. C'est-à-dire le contrôle se trouve en quelque sorte délégué et dispersé dans l'espace social, dont on pourrait faire une sociologie, donc je vais regarder pour certaines rubriques, et on peut donc dire que le journal constitue donc une sorte de dispositif de pouvoir, donc en fait c'est dispersion dans l'espace social, que les particuliers investissent et qu'ils s'approprient. Ce dispositif fournit donc un lieu d'expression et d'action inédit, lieu très majoritairement masculin, nous l'avons dit, et au sein duquel le nom et son absence, l'absence du nom, entrent donc dans une interaction complexe.
un anonymat qu'on pourrait peut-être appeler souple pour plusieurs raisons. Alors, historiquement, on le sait que l'anonymat, qui veut dire dont on ne connaît pas le nom, a pu faire l'objet d'usages divers, protection contre la persécution, donc conditions de clandestinité, refus nobiliaire de s'exposer, minoration de l'octorialité féminine, etc. Il constitue donc une convention d'écriture répandue et peut être mobilisé pour établir un statut d'auteur, ce qui est en fait un peu le cas ici. Donc là, je me réfère à des études littéraires, bien entendu. Surtout, compte tenu de la finalité des affiches, qui est celle de mettre en relation les particuliers, l'anonymat est destiné à être levé, et cependant de manière contrôlée. Donc le nom n'est pas exposé, mais il sera donc révélé dans une interaction, donc pour le coup interpersonnelle. Donc c'est l'association de l'auteur et de l'autrice anonyme avec le nom, adresse de l'intermédiaire qui le permet. L'annonce peut être donc considérée comme le produit d'un acte en quelque sorte de coécriture, voire d'une parole médiée par délégation d'écriture, peut-être d'une nocturalité partagée. Alors dans les affiches, donc il y a plusieurs cas de figure se présentent, donc de l'anonymat, qui est donc plusieurs fonctions, qui est d'abord donc l'apanage de ceux et peut-être celles qui proposent à la vente donc tout ce qui relève de l'immobilier et qui donc pour deux raisons donc n'affichent pas leur propre nom de propriétaire, pour peut-être se protéger un nom peut-être associé à un prestige, voilà, et peut-être de façon plus pragmatique parce que c'est peut-être pas eux les auteurs mais les notaires, c'est-à-dire les intermédiaires qui sont actifs dans le marché immobilier. Dans cette feuille-là, ce sont beaucoup les auxiliaires de justice, les notaires surtout, des avocats, des procureurs, et c'est-à-dire donc la tâche de mettre sur le marché un bien immobilier est confiée donc à un tiers, souvent donc des notaires. De la même façon, l'anonymat intervient donc lors de ventes de meubles et effets suite à un décès, par exemple. Donc il n'y a même pas de nom ou d'adresse, de nom véritablement précisé. L'anonymat règne en maître. En revanche, sur la rubrique donc des demandes particulières, qui comprend donc le marché de l'emploi et aussi une rubrique, des demandes très très diverses, donc trouver à louer une maison, acheter des billets de loterie ou un coffre-fort, emprunter de l'argent, compléter une collection de livres, etc., toutes sortes d'objets. Donc là, l'absence de nom propre, que l'on peut supposer davantage imposé, vient ici donc marquer le statut pour les demandes d'emploi, notamment le statut subalterne des auteurs et autrices, et peut toutefois aussi, cet anonymat, et là même là, peut avoir une signification inverse. Donc c'est ce jeune homme connu dans la République des lettres, mais qui donc offre ses services comme domestique, donc protéger sa réputation ailleurs. Donc il y en a plusieurs comme ça, et donc du coup voilà. Donc en tant que domestique, futur domestique, donc là il reste anonyme, et donc pour cacher en fait cette position donc subalterne, il ne donne pas son nom qu'il n'aurait certainement pas voulu donner. Donc là c'est peut-être l'anonymat, donc il est tout content que justement dans les affiches on ne peut pas en tant que domestique dire comment on s'appelle. Donc l'anonymat, ce qu'on voit également, il est très précis, c'est-à-dire il est très précisé par le contenu de l'annonce. Il a un genre, c'est-à-dire souvent, parfois on dit on ne sait pas qui c'est, homme, femme, famille, groupe, etc. Et souvent c'est un particulier, une dame, etc. Qui apparaissent. Donc déjà l'anonymat est en fait une sorte on va dire de vie interne et de plasticité importante. Deuxièmement, la variété des usages de l'anonymat, qu'ils soient donc subis ou non, permet, et ça ce qui nous intéresse ici, d'établir un lien entre l'auteur et l'autrice de l'annonce et le lectorat. Donc, il n'y a pas besoin du nom proprement dit pour engager, en fait, s'engager avec le lectorat. Donc ça, c'est en quelque sorte ce qui ressort de ces annonces. Bien entendu, la question de la confiance reste posée, et donc
pour amener ce lectorat à s'engager donc dans un commerce avec des particuliers qui ne connaissent pas, le journal propose donc pourrait-on dire donc une sorte de contrat de lecture qui permet donc, qui peut valoir donc garantie de la réputation anonyme, et ce par donc la forme même, le travail sur la forme matérielle du journal. Alors voilà. Alors, différents éléments classiques qui interviennent pour répondre à la question donc, comment faire confiance aux anonymes, comment ou plutôt sur quoi les anonymes eux-mêmes peuvent donc asseoir leur réputation. Alors, dès 1752, donc des premiers numéros du titre parisien, les rédacteurs donc, parisiens en appellent à la bonne volonté des annonceurs d'être exacts dans leurs indications et donc pas exagérés. Donc, visiblement, les maisons étaient très grandes qu'ils proposaient, et énonçant, donc non sans illusion, une espèce de appel à la confiance et à l'honnêteté. Donc évidemment, le journal n'est en mesure de vérifier chaque annonce déjà, il faut signer donc les avis qu'on veut faire publier, mais aussi, donc ça c'est un élément supplémentaire donc par le journal lui-même, tout un travail donc sur la stabilisation formelle du périodique. Le titre lui-même, donc affiche dans ses différentes combinaisons, ouvre d'emblée donc sur un horizon d'attente en ce qui renvoie à l'affichage public, dont le journal, bien entendu, n'est pas la réplique identique. La présentation donc du contenu largement standardisé, ce qui était en fait moins le cas dans les titres précédents de la première moitié du siècle, et présentation qui s'affine encore dans la seconde moitié. Ce processus peut être compris comme analogue à la normalisation d'autres outils du commerce et de la communication à distance, par exemple la lettre de change, qui permet donc à des personnes qui ne se connaissent pas physiquement donc d'interagir, ou plus généralement la correspondance marchande ou diplomatique dont est issue la presse périodique moderne. On le sait, donc la nature épistolaire de la presse a été évoquée hier. Donc, autrement dit, l'adoption de certaines conventions formelles et langagières permettent donc en quelque sorte d'accréditer la diversité du contenu. Cela est vrai aussi pour la syntaxe des annonces, qui est largement normalisée. Et quand on compare un peu les journaux, on voit que ce n'est pas le cas au même titre partout, et c'est vraiment un processus. Donc, que ce soit le cas pour... Donc, j'ai un petit code couleur. Donc, c'est le cas pour les annonces immobilières. Donc, j'ai pris le même que tout à l'heure. Donc, avec qu'est-ce qui est proposé, donc l'objet ou la date, les conditions et ensuite l'adresse. En ce qui concerne les annonces d'emploi, qui se proposent, les compétences, les talents, ensuite la demande, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire, donc cette projection, et ensuite l'adresse de contact qui est un intermédiaire. Et c'est justement dans la partie bleue, c'est-à-dire donc où la personne donc dans la deuxième annonce donc d'un domestique qui cherche une place, enfin plus ou moins domestique, qui dans la partie bleue qui va s'insérer en fait donc un travail sur la propre réputation en listant en quelque sorte tous les talents, en les présentant d'une certaine façon. Parfois les certificats sont mentionnés, c'est très rare en fait d'ailleurs dans le titre parisien. Je m'attendais à plein de certificats, il n'y en a pas pour différentes raisons, mais peut-être la forme vaut certificat, bon, je force un peu le trait. Voilà, donc c'est dans cette partie bleue qu'intervient en fait donc l'expression individuelle, permettant donc aussi d'asseoir peut-être une réputation plus détaillée. Alors, je conclus. L'oxymoron donc d'une réputation, d'une renommée sans nom, n'en est peut-être pas vraiment un. C'est donc plutôt au sein d'un dispositif médiatique à la forme stabilisée et reconnaissable, ancré dans l'espace social dont il émane et auquel il est destiné, que l'on peut donc faire confiance à des inconnus, que viennent aussi s'exprimer des désirs singuliers d'innombrables hommes et de quelques femmes, probablement pour la plupart familiers des usages de l'écrit. Je peux dire quelque chose, c'est pas partout pareil. La feuille d'annonce, donc média de masse, pas tant avant la lettre peut-être, produit donc de nouveaux modes d'action qui participent à réagencer les possibilités du social. C'est dans donc un tel cadre très contraint que se logent les ressorts d'action permettant autant des moments d'émancipation, donc ça en serait un,
Il est là en train de demander, moi j'ai envie voilà, de faire quelque chose, il me faut un maître pour me payer, mais qui fournit autant des outils de police, voire de répression, donc entre les mains, donc aux mains des particuliers qui peuvent s'approprier donc cet outil, donc pour justement, et donc c'est le cas de figure, on va dire, éclatant. C'est pour ça que je voulais un peu associer la presse coloniale. Donc dans les annonces de marronnage, ce sont vraiment les maîtres eux-mêmes qui apparaissent comme les acteurs, les auteurs de ces annonces. Voilà, merci beaucoup.